Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, amis de Moutachimi officiel, bonjour et merci de nous faire toujours confiance. Nous sommes aujourd'hui dans les comptes de l'émission Panorama culturel, cette émission qui vous a toujours permis d'être informé, mais aussi de vous former à travers plusieurs thèmes. La culture, c'est ça même, ou l'expression du vent, comme le disait le poète belge Fosser. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi important. 7 août 2025, généralement, chaque année, on célèbre la journée mondiale de l'éducation. Et pour aujourd'hui, pour cette année, votre chaîne a préféré faire parler quelqu'un spécialiste en matière éducative et qui y a aussi plusieurs casquettes. Nous allons le présenter aujourd'hui. Félicien Ngalamolome va recevoir, comme j'étais en train de le dire, un spécialiste en matière éducative. Il s'agit bien de M. Aaron Bidiloukinou. Il est également chef d'établissement, bien sûr, à l'Institut technique commercial de Kananga. Et aujourd'hui, on est avec lui sur le plateau de Moutachimi officiel. M. Aaron, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de médias de Moutachimi officiel. Oui. En tout cas, c'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas, sur ce plateau. Effectivement, je partage également les mêmes sentiments avec vous pour avoir porté votre dévolu sur ma modeste personne afin que je puisse prendre part à cette émission paranormale culturelle, d'émission que vous animez vous-même. Merci beaucoup, Monsieur Aaron. Chers internautes, vous l'avez bien sûr remarqué, nous ne serons pas seuls sur ce plateau. Nous sommes avec Monsieur Aaron Bidiloukinou. J'étais en train de dire qu'il est spécialiste en matière éducative, mais il est aussi préfet à l'Institut technique commercial ITC Kananga. Et aujourd'hui, on va parler avec lui de l'éducation. La journée mondiale de l'éducation ne veut pas voir passer inaperçu chez nous. Alors, Monsieur Aaron, d'abord, est-ce que nous vous avons bien présenté ou il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter? Merci infiniment, chers confrères. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous m'avez très bien présenté. Effectivement, je suis spécialiste des questions éducatives parce que moi-même, je suis de ces domaines de sciences de l'éducation. Et de surcroît, vous l'avez dit, je suis chef d'établissement. On peut neutraliser d'autres qualités. Voilà, merci beaucoup. D'autres qualités sont neutralisées. Mais je crois que dans notre numéro de panorama culturel, on va aussi les évoquer. Merci. Et pour aujourd'hui, on parle éducation. Dans quelques minutes, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire qu'est-ce que cette journée, la journée mondiale de l'éducation, peut représenter pour vous? Merci de la question, monsieur les journalistes. La journée d'aujourd'hui, 7 août 2025, une journée qui est dédiée dans le monde à l'éducation, représente trop pour moi au regard du rôle que l'éducation joue dans notre société. Alors, cette journée est d'une grande importance dans la mesure où, sans éducation, on ne peut pas parler d'un développement. Vous allez remarquer que le tout premier facteur du développement, c'est l'être humain, c'est l'homme. Et l'homme, pour arriver au point de jouer le rôle pour lequel il a été envoyé sur Terre, il faudrait qu'il passe par une entreprise de transformation de comportement. Et cette entreprise, c'est bien l'éducation. Alors, si l'homme n'est pas passé par l'éducation pour devoir changer ses facultés mentales, ses facultés humaines, qui peuvent lui permettre de travailler efficacement, de devenir un moteur, un levier par excellence du développement intégral de notre pays, je ne vois pas le rôle qu'il peut jouer. Il ne serait pas différent d'un animal. Donc, mais c'est grâce à l'éducation qui commence bien entendu par la famille avant de s'élargir à des milliers systématiques et bien organisés qu'on appelle bien école. Là, je pense à l'université, je pense d'abord à l'école maternelle, primaire, secondaire, université et consorts. Donc, si l'homme n'est pas passé par l'éducation, il n'est pas différent de l'animal. Donc, c'est pourquoi je dis que l'éducation revêt une importance, ou la journée d'aujourd'hui
revêt pour moi une importance très capitale du fait qu'elle est consacrée à l'éducation, qui est une entreprise de transformation au service de la population, au service des humains qui se voient leur capacité d'être transformés pour devenir les outils par excellence du développement intégral de notre pays en général et de nos entités locales en particulier. Parce que vous étiez en train de parler aussi de l'importance de l'éducation, vous avez dit que sans éducation, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. Alors, ben un jour, bon, dans nos échanges avec certains économistes, il y en a qui sont parvenus à dire que ce qui est important dans la communauté, surtout pour les économistes, ce n'est pas l'éducation. Donc, avoir une bonne attitude, avoir la morale, mais ce qui est important en matière économique, c'est surtout la production. Donc, si quelqu'un produit, par exemple, et permet à une entité de pouvoir se développer économiquement, même si cette personne n'a pas d'éducation, c'est pas grave. Comment vous réagissez par rapport à cela? Vraiment, directement, j'ai réagi à chaud. Mais comment un homme peut-il produire s'il n'a pas été d'abord éduqué? Parce que nous devons nous accorder que l'éducation, c'est un terme global et globalisant. À l'intérieur de l'éducation, on voit l'instruction, on voit la formation, on voit toute une litanie de mots, donc qui se rallie du côté éducation. Un homme ne peut pas arriver au point de produire, qu'il s'agisse d'une production manuelle ou n'importe quelle production, si dans un premier temps, ces facultés n'ont pas été transformées. Parce que tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de l'activité manuelle, même n'importe quelle activité, mais tout ça dépend du fonctionnement normal de notre état psychologique, état mental. C'est pourquoi Napoléon Bonaparte, à son époque, pouvait dire « l'imagination gouverne le monde ». Et lorsqu'on parle de la gouvernance, c'est sur tous les plans. Donc c'est grâce aux fonctions mentales, grâce aux facultés mentales qui sont au départ développées, que l'homme peut projeter l'avenir, peut projeter ce qu'il peut faire. Il peut envisager la transformation, il peut envisager la production pour atteindre les objectifs qu'il s'est préalablement fixés. Parce que toute production n'est pas toujours matérielle ou physique, mais la production commence par être mentale avant de se matérialiser. Donc c'est pourquoi je dis, celui qui pense que la production c'est ça l'élément qui prend le devant sur l'éducation, non. C'est comme s'il met la charrue devant le bœuf. Donc au lieu de mettre le bœuf devant la charrue. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Aron. Alors, nous voulons passer à une autre question par rapport à notre système éducatif. Aujourd'hui, vous êtes technicien ou spécialiste en matière d'éducation ou des questions éducatives. Comment vous évaluez notre système éducatif en RDC généralement? Messieurs les journalistes, sans embâche, je note avec satisfaction certaines avancées significatives qui ont été enregistrées dans notre système éducatif congolais. Mais cela ne pourra pas m'empêcher à porter des lunettes en tant que spécialiste de l'éducation pour présenter quelques objections en rapport avec quelques défis qui doivent être relevés au niveau de notre système éducatif. Je venais de dire qu'il y a des avancées significatives qui ont été vraiment enregistrées dans notre système éducatif. Je voudrais d'abord parler de ce projet ambitieux du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a prôné la gratuité de l'enseignement primaire, ce qui a permis à beaucoup d'enfants qui étaient à la maison de fréquenter l'école, d'étudier dans des conditions acceptables. Je note avec satisfaction l'amélioration des conditions de vie des enfants, des enseignants, bref, des communautés scolaires. D'abord avec l'érection des infrastructures. Vous allez remarquer dans presque tous les territoires, avec les différents projets, les projets 145 territoires, ainsi que d'autres projets
il y a des écoles qui ont été construites même jusqu'au niveau des jungles, même jusque dans la forêt. Il y a eu des écoles qui ont été construites et bien équipées pour permettre à nos enfants d'œuvrer dans des conditions socio-anthropologiques très favorables qui peuvent leur permettre de devenir utiles à la société. Donc, en dehors de l'aspect lié aux infrastructures, de l'aspect lié, par exemple, à ces projets ambitieux qui a permis que les enfants fréquentent en masse le milieu scolaire, mais il y a eu aussi des avancées pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en termes de formation qui sont initiées, l'introduction de la technologie, du numérique dans le secteur éducatif, ce qui nous permet aujourd'hui de contourner même certains aléas de la vie. Vous l'avez constaté dernièrement avec l'avènement de certains virus, l'avènement de certaines maladies qui ne permettaient pas que les gens puissent s'attroper. Et on pouvait organiser l'enseignement à distance et on pouvait utiliser les outils technologiques pour l'apprentissage des enfants. Aujourd'hui, avec ces exploits réalisés au niveau de la technologie, de l'intelligence artificielle, vraiment ça nous laisse entendre clairement, ou ça nous donne foi et courage de déclarer que les avancées significatives ont été vraiment enregistrées, surtout sous l'ère de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se laisse beaucoup plus intéresser par la question de l'éducation, parce que l'éducation, comme je venais de le dire, est considérée comme le levier de tout le développement d'un pays, et il y a beaucoup d'importance qui est accordée donc à cet aspect des choses. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez alors relever comme défi majeur que rencontre l'éducation en RDC actuellement? Merci beaucoup. beaucoup. Vous êtes spécialiste en cette matière. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai beaucoup réfléchi sur ce, et je crois au jour à venir, les gens pourront nous lire. Je suis en train de constater ce que je considère comme le défi majeur par rapport à l'éducation dans notre système éducatif. C'est quand on n'a pas mis en place, ou on n'a pas rendu opérationnel l'individualisation du traitement pédagogique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre enseignement est généraliste, s'il faut le dire. Généraliste. Donc, on nivelle les enfants. On nivelle tout le monde. Donc, les matières qui sont enseignées ne sont pas adaptées au niveau de chaque enfant. Non, c'est adapté au niveau des enfants parce que ce sont les spécialistes qui ont conçu le programme national, le matériel et consorts. Mais moi, je voudrais parler par rapport aux aptitudes. Parce que vous voyez, vous êtes en train de le prouver. Si je vous posais la question, si je vais, sans pour autant réfléchir longtemps, je vais dire tout simplement que c'est le journaliste qui me pose des questions doit avoir fait telle filière d'études, doit avoir fait peut-être le bel et lettres, doit avoir fait le journalisme. Mais actuellement, vous allez remarquer dans votre parcours, vous avez eu à ramasser tous les cours. Même les cours qui ne cadrent pas avec votre domaine. Les cours dans lesquels vous n'avez même pas des aptitudes, par exemple. La mathématique, la physique, et autant de cours. Ce qui ne se fait pas chez le blanc. Vous allez remarquer chez le blanc, l'enseignement est individuel. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, M. Aron, je ne trouve pas que tout a été initié ici en RDC. Tout est copié d'ailleurs. Oui, tout est copié ailleurs, mais c'est pourquoi il faudrait, quand on évolue avec un système, on peut arriver au point de l'évaluer si on constate que les résultats n'ont pas été satisfaisants. Je ne vois pas ce qui peut empêcher qu'on arrête cela et qu'on puisse penser autrement, réorienter autrement les choses. Parce qu'actuellement, vous savez, chacun de nous est né avec des aptitudes, avec des compétences qui sont innées, avant que ça soit développé par n'importe quel acteur averti au niveau de l'éducation. Donc, lorsqu'il y en a qui ont été nés avec une forme d'intelligence, l'intelligence numérique, l'intelligence verbale, l'intelligence sémantique, l'intelligence terre, l'intelligence schématique. Donc, ces gens-là, de par la nature qui prend le dessus sur eux, doivent être orientés vers une filière d'études
C'est comme ce qui se fait chez le blanc. Quand vous faites les lettres, vous faites les lettres. Vous ne pouvez pas combiner les lettres avec les mathématiques. D'autres cours, non? Vous ne pouvez pas combiner les lettres avec un autre domaine. Et c'est ce qui freine notre système éducatif. Il y a des génies ici qui peuvent se développer comme il se doit, mais se voient par moments étouffés par un programme qui semble ramasser tous les aspects de la vie. Et pourtant, il n'existe pas des hommes identiques, mais il n'existe que des hommes différents. Au point de vue aptitude, au point de vue compétence, au point de vue ressources, au point de vue potentialité naturelle. Donc, il existe des différences à tous les niveaux. Si notre enseignement ou les concepteurs de l'éducation peuvent arriver un jour au point de réfléchir à cet aspect des choses pour comprendre qu'il faut individualiser l'enseignement, l'adapter aux réalités de l'individualité de chaque personne, je pense que nous aurons des spécialistes dès le bas âge, avant d'en parler à l'université. Si vous allez voir ici chez nous, pour devenir spécialiste, il faut gravir autant d'échelons. Vous devez terminer l'université et vous devez maintenant choisir ce qui correspond à votre goût et on commence à vous appeler que vous êtes spécialiste, vous êtes par exemple cardiologue, vous êtes dentiste, vous êtes... Mais après avoir ramassé tout, et cela, par rapport à notre économie, ça ne permet pas beaucoup de gens de connaître le développement et de terminer plus vite leurs études. Les gens se voient régresser. Mais qu'est-ce qui serait vraiment à la base de cela? Parce que tous les programmes nationaux sont toujours conçus par des spécialistes comme vous. Effectivement, jusque-là, je pense, je dirais, les pratiques de notre ancienne métropole continuent encore à peser sur nous. C'est pourquoi petit à petit, nous sommes en train de nous libérer. Nous sommes en train de nous libérer et nous croyons, nous restons optimistes que l'un de ces 4 matins, nous arriverons à ce que nous sommes en train de parler ici, où nous verrons l'éducation être individualisée. L'éducation qui doit tenir compte des particularités de chaque personne, au lieu de généraliser, on dirait, les artisans principaux de leur instruction qui sont des enfants, de considérer comme étant identiques avec un programme qui semble ramasser tous les aspects, malgré que nous considérons que l'homme est un être complexe. Il faut peut-être développer tous les aspects de l'homme, mais on doit beaucoup plus privilégier ce qui est dominant chez lui. Parce que vous savez, quand on met ensemble le naturel et la science, c'est que ça peut produire comme exploit. Donc, quand on prend par exemple un homme qui a la fluidité verbale, un élève qui se défend valablement à l'école, on dit que cet élève ne doit apprendre que ce qui a trait, n'est-ce pas, au verbe. On l'oriente en tant qu'était jusqu'à l'université. Vous savez, cet homme peut devenir dans la vie. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de remarquer en tant que spécialiste, qui constitue pour moi un défi qui doit être relevé au jour à venir. Mais je me dis, avec tout ce qui est en train d'être fait, je reste optimiste qu'un jour. Alors, vous avez relevé beaucoup de problèmes que notre système éducatif rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous suggérez? Que ce soit aux autorités, que ce soit, donc, disons, à tous les agents éducatifs. Merci. Aux agents éducatifs, aux partenaires, aux décideurs, je voudrais d'abord suggérer une chose, de rendre opérationnels tous les services dans presque l'étendue de notre territoire national. Parce que vous allez remarquer, pour pallier à ce que je viens de dire ici, il y a le service d'orientation scolaire et professionnelle qui a été créé, mais vous allez remarquer que ce service est vraiment opérationnel dans certaines provinces, mais dans d'autres pas. Vous allez voir, dans d'autres provinces, jusque-là, on assiste à ce qu'on appelle pyramide renversée. Vous allez remarquer que le service peut exister au niveau provincial, au niveau sous-provincial, mais dans des écoles, ça pose problème. Tout en encourageant et en félicitant donc les autorités qui sont considérées comme les vrais décideurs pour l'avancement du secteur éducatif en ce qui concerne
ce qu'ils ont déjà amorcé, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont initié, et à l'étape où nous nous retrouvons, mais il faudrait qu'on puisse rendre donc cet aspect des choses général sur l'étendue du territoire national, parce que ça va permettre que chaque acteur donne sa pierre à l'édifice dans l'éducation de l'enfant, hein, qui sera bien encadré pour répondre aux besoins de la société. Est-ce que mais cela ne sera pas peut-être une très lourde charge pour le gouvernement, encore les anciens qui sont là, ou encore les agents qui sont d'abord engagés ne sont pas, bon, ne seraient pas très bien pris en charge selon certaines personnes. Et si on crée encore d'autres postes, ne trouvez-vous pas que le gouvernement sera de plus en plus chargé sur le plan de rémunération? Non, c'est question seulement de bien planifier les choses. Parce que même aujourd'hui, quand nous parlons de la gratuité de l'enseignement, mais ça figure depuis longtemps dans les documents de base, la loi cadre de l'enseignement. Donc, ça figure déjà là-bas. Les différentes structures devant œuvrer au niveau de l'éducation nationale de nouvelle citoyenneté, mais c'est déjà bien déterminé dans ces documents que je viens de vous citer, ainsi que dans tant d'autres. Il suffit seulement que les choses soient bien organisées. Comme la flèche est en train de monter, je me permets de dire que le point zéro n'est pas égal à l'étape où nous nous retrouvons maintenant. Donc, je crois, je venais de dire que je suis optimiste, je crois que nous allons y arriver. Mais les efforts doivent être consentis, tous les acteurs doivent converger dans leur prise de position pour comprendre que si l'éducation de l'enfant n'est pas reçue, vraiment c'est tous les secteurs qui vont en pâtir. Et que tout le monde puisse travailler dans le sens de converger vers la réussite de cette mission ici, hein, jusqu'à ce qu'on verra que vraiment chacun donne sa pierre à l'édifice. Les enfants sont valablement encadrés, ils sont orientés selon leur aptitude, selon leur niveau d'études, selon leurs potentialités, selon les aspirations, leurs besoins, et que chaque acteur au niveau de l'éducation se retrouve, il est récompensé par le temps en termes de salaire, et il touche son salaire comme il se doit, et puis les conditions, comme je venais de l'évoquer ici, avec les avancées sur le plan des infrastructures et consorts, équipement des écoles et consorts, ce qui permet à l'enfant d'étudier dans de bonnes conditions, que toutes ces choses-là sont en train de bien évoluer dans le sens positif. Moi, je pense qu'on pourra un jour arriver à ce que nous sommes en train de rechercher, ce qui s'est fait sous d'autres cieux, hein, dans des pays développés, hein, où l'éducation des enfants ou l'enseignement ne pose pas du tout problème. Voilà, nous rappelons à ceux qui nous suivent que nous sommes sur un bout de signe officiel dans le cadre de l'émission Panorama culturel. Et pour ce jour, nous recevons Monsieur Aaron Bidilou-Kinou, qui est spécialiste des questions éducatives, mais aussi chef d'établissement. Et aujourd'hui, on parle de la journée mondiale de l'éducation. Alors, Monsieur Aaron, parce que l'éducation concerne tout le monde. Et au niveau des enfants, les garçons et les filles sont tous concernés par l'éducation. Est-ce que qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la dimension genre dans notre système éducatif actuellement? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Lorsque nous parlons de l'éducation, nous faisons aussi allusion aux partisans de l'éducation. Les parents et même au niveau de la famille doivent nécessairement s'occuper valablement de leurs enfants. Et quand on quitte la famille, on arrive au niveau de l'école et au niveau des églises. Ce sont deux milieux éducatifs où il y a les agents qui s'occupent de l'éducation des enfants. L'État aussi, c'est toujours l'État est aussi compté parmi le milieu où il y a les agents qui travaillent en faveur de l'éducation des enfants. Toutes ces autorités hiérarchiques font partie de ces agents. Mais qu'est-ce que nous constatons au niveau de la famille? Nous constatons que dans la plupart des familles, il y a un problème par rapport aux gens, avec des us et coutumes rétrogrades. Il y a certaines familles qui estiment qu'il faut donner beaucoup plus l'avantage aux garçons qu'aux filles. Donc les garçons qui doivent évoluer avec leurs études et les études des filles sont reléguées au second plan. Et pourtant, nous vivons dans un contexte tel que même une fille peut se démarquer aux côtés des garçons et la fille peut être une source de bonheur
pour sa famille, pour ses parents, pour le pays. Et aujourd'hui, nous saluons cette masculinité positive dans le chef de gouvernants. Permettez-moi de revenir à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'homme de la masculinité positive. Vous avez vu, après avoir formé son gouvernement, en mettant la première ministre, il y a eu autant de femmes qui ont été reprises dans ce gouvernement, même à beaucoup de postes de responsabilité, les femmes interviennent. Et vous les voyez, quand on les évalue, qu'elles se sont distinguées aux côtés des hommes. Alors ici, je dois saluer d'abord le travail abattu par les différentes structures qui ont milité pour arriver au point d'abolir complètement les coutumes rétrogrades. Donc, selon lesquelles les études des garçons devraient être privilégiées par rapport à celles des filles. Alors, ici chez nous encore, je salue les mesures qui ont été prises par les autorités compétentes. Parce que vous savez, actuellement, il est difficile de chasser une fille de l'école sous prétexte qu'elle est enceinte. Vous voyez, il y a eu des restrictions, des instructions qui ont été prises par les pouvoirs qui organisent le système éducatif. Alors, il y a des mesures qui ont été prises pour que, même si une fille est enceinte, qu'elle ne soit pas exclue de l'école. Mais c'est pas aussi bien accueilli par tout le monde. Oui, oui. Il y a des gens qui s'y opposent. Ceux-là qui n'ont pas bien accueilli. Vous savez, autrefois, j'ai été reçu sur une chaîne officielle. J'ai expliqué en long en large cet aspect des choses. Les gens n'ont pas bien reçu. Vous savez, il faut toujours choisir le moindre des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'enfant a été victimisé. Une fille victimisée qui est tombée grosse, et il faudrait la victimiser davantage, la stigmatiser, donc la chasser de l'école. Vous lui accordez combien de chances pour s'épanouir? Mais si elles vont devenir nombreuses, quel sera l'avenir de cette société où il y a des filles mères désœuvrées? Donc il faut par contre donner la possibilité à cette fille d'évoluer avec ses études, parce que moi j'ai autant d'exemples que je peux avancer aujourd'hui, des filles qui sont passées par là, des filles qui sont tombées grosses, mais qui ont bravé la peur, qui ont évolué avec leurs études, et aujourd'hui ce sont des responsables à tous les niveaux. Et elles travaillent efficacement pour l'avancement de notre société. Oui. Donc, je me dis qu'il y a des avancées qui ont été enregistrées, surtout avec l'apport des partenaires, l'apport des organisations qui ont milité pour vraiment abolir, je dirais, les coutumes rétrogrades, comme je venais de le dire. Hein? Donc, ces avancées-là sont là, et tous les services étatiques au niveau de l'éducation nationale et de la citoyenneté, quand ils se rendent dans des écoles, ils doivent se rassurer du pourcentage de la jeune fille. La jeune fille représente quoi par rapport aux garçons. Et tous les acteurs ont été toujours sensibilisés et exhortés à travailler dans le sens d'accroître les effectifs féminins au niveau de nos écoles. Monsieur Aaron, nous remarquons que vous êtes spécialiste en cette matière, beaucoup de choses à dire. Vraiment. Mais la réalisation nous fait signe qu'il nous reste pratiquement 1 minute pour que l'émission prenne fin. Est-ce que vous pouvez dire juste un mot sur votre école aussi? Vous avez dit que vous êtes préfet d'études. Dites-nous comment c'est dans votre école, et est-ce que aussi cette dimension genre est respectée? Est-ce que l'éducation vraiment est bien donnée dans votre école, monsieur Aaron? Et est-ce que vous produisez vraiment des personnes utiles à la communauté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Surtout quand vous me donnez la chance de parler de mon école. Effectivement, je suis le préfet, chef d'établissement de l'Institut technique commercial de Kananga, ITC Kananga. Alors, mon école renferme beaucoup d'options. Nous avons, en dehors de l'enseignement de base, commercial et gestion, la commerciale et gestion, nous avons l'industrie alimentaire, la nutrition, l'hôtellerie et restauration. Nous avons également la coupe et couture, la pédagogie maternelle. Donc, je suis très content de la question que vous m'avez posée, et je vous réponds avec certitude que nous travaillons efficacement dans le sens d'accroître les effectifs féminins dans notre école. Et je vais même vous surprendre.
toutes ces années ici, les filles dans mon école sont majoritaires par rapport aux garçons. En tout cas, ça, et ce qui étonne souvent beaucoup d'autorités, parce que nous, quand nous travaillons, nous nous mettons au-delà de tout ce que nous pouvons faire en faveur de tous les élèves, mais il y a des mesures particulières que nous prenons pour la protection de la jeune fille qui doit se voir étudier dans des conditions sécurisées pour aller loin. Parce que nous avons compris que moi, personnellement, j'ai étudié avec des filles par moment qui me dépassaient, qui réalisaient beaucoup de poids. Alors, nous travaillons tout en offrant aux filles la possibilité, les conditions de se voir évoluer dans de bonnes conditions pour aller plus loin afin de représenter le pays à tous les niveaux, la province à tous les niveaux. Et il faudrait que je puisse placer mon par rapport aux options techniques organisées au sein de mon école. Je suis très content de voir, parce que vous savez, l'État congolais a compris qu'avec les écoles techniques, il y a possibilité d'atteindre facilement le développement ou bien les objectifs du développement durable. Donc, les écoles techniques permettent à nos enfants, quand ils terminent, ceux-là qui n'ont pas de possibilités, ou ceux-là dont les parents n'ont pas de possibilités pour évoluer avec l'université, ils peuvent se prendre en charge, devenir les hommes utiles. Parce que le but ultime des études, c'est devenir l'homme ou la femme utile pour la société. En exerçant, par exemple, un métier, en créant un métier et en engageant même les gens. Donc, au lieu toujours de commander à la recherche de l'emploi, mais on peut se faire créateur d'emploi. Donc, c'est le cas dans mon école. Avec les options que j'ai organisées, je suis l'homme le plus heureux parce que cette option, et plutôt cette école est devenue une école à 100% technique, et qui forme les créateurs d'emplois. Donc, qui offriront les opportunités aux autres de s'attraper quand même un boulot, comme vous êtes en train de le faire, un média créé par un particulier, mais qui a engagé des gens aujourd'hui qui sont utiles à la société. Et puis, à partir de ce job que vous exercez, vous arrivez au point de vous attraper votre pain quotidien. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à mon école. En tout cas, merci beaucoup, M. Aaron Bigil. Et c'est ainsi que nous mettons fin à cette émission Panorama culturel organisée spécialement en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'éducation. Célébré le 7 août de chaque année. M. Aaron, merci d'avoir édifié notre public, tous ceux qui nous suivent souvent grâce à cette matière. Ça a été vraiment un plaisir pour moi, monsieur le journaliste, d'avoir porté votre choix sur moi afin que je prenne part à cette émission. Je dis sincèrement merci à son géniteur et merci également à tous les téléspectateurs qui étaient branchés pour suivre cette émission. Je reste toujours ouvert. En cas de besoin, nous serons toujours là pour débattre d'autres thématiques aujourd'hui. Merci beaucoup et à plus tard. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.